Elle n'a pas seulement bâti une carrière, elle a bâti un empire à partir de quelque chose dont la plupart des gens préféreraient détourner le regard. Ce qui a commencé comme un modeste cabinet de dermatologie dans le sud de la Californie s'est lentement transformé en un phénomène mondial, une force numérique qui accumulerait plus de 6 milliards de vues sur toutes les plateformes. Les gens ne se contentaient pas de la regarder, ils lui faisaient confiance. Ils lui ont confié leur peau, leurs insécurités, leurs cicatrices, de toute une vie visible et cachée. Pour des millions de personnes, elle est devenue plus qu'un médecin, elle est devenue une voix rassurante, une main ferme, un symbole de transformation. Et pourtant, lors d'une journée qui a commencé comme n'importe quelle autre, avec des caméras qui tournaient et des patients qui attendaient quelque chose, a doucement commencé à se dévoiler sous la surface. Chez les médecins et chirurgiens de la peau du Plande en Californie, tout semblait routinier. Les lumières étaient allumées, l'équipe était prête et les patients avaient voyagé de partout, chacun portant l'espoir qu'aujourd'hui pourrait enfin apporter un soulagement à ce qu'ils avaient enduré pendant des années. Le docteur Sandra Lee a accompli son travail avec la même confiance exercée dont elle avait fait preuve des milliers de fois auparavant, examinant, expliquant, traitant, exécutant à la fois le patient et la caméra avec le même soin. Elle était comme toujours le docteur Pimple Popper. Mais ensuite, presque imperceptiblement, au début, quelque chose a changé. Cela a commencé par la sueur, mais pas la sueur ordinaire gagnée après des heures debout. C'était différent, soudain, accablant. Une vague de chaleur qui déferla sur son corps, sans avertissement, comme si quelque chose au plus profond de lui avait perdu l'équilibre. Son corps ne lui ressemblait plus. Ses pensées devinrent floues, sa tête s'assombrit d'une manière qu'elle ne pouvait pas vraiment expliquer. Pourtant, elle a continué. Des années de formation, de discipline et d'identité l'ont maintenue stable. Après tout, elle était chirurgienne, une professionnelle dont toute la vie avait été bâtie sur la précision et le contrôle. Alors elle a continué, elle a terminé les procédures, elle a terminé la journée. Et elle s'est convaincue que ce n'était rien d'autre qu'une bouffée de chaleur passagère. Ce soir-là, elle s'est rendue en voiture chez ses parents à quelques pas du cabinet. Mais le repos ne viendrait pas. Son corps refusait de se calmer, son esprit était agité d'une manière profondément troublante. Plus tard, dans une interview accordée le 14 avril au magazine People, elle se souviendra de son malaise. Avec une clarté frappante, elle ne pouvait tout simplement pas se détendre. Elle ressentait une étrange douleur lancinante dans l'une de ses jambes, aiguë, persistante, impossible à ignorer. Lorsqu'elle a essayé de descendre les escaliers pour aller chercher quelque chose à manger, l'illusion de normalité a commencé à se fissurer. Quelque chose n'allait pas, son équilibre vacilla. Ses jambes ne réagissaient pas comme elles le devraient. Chaque étape semblait incertaine, déconnectée. Cette nuit-là, le sommeil n'est jamais venu. Le matin apportait quelque chose de bien plus effrayant que l'agitation ou l'inconfort, il apportait une peur indéniable. Elle leva sa main gauche et la regarda presque incrédule alors qu'elle s'affaiblissait lentement et cédait sans son contrôle. Lorsqu'elle essayait de parler, ses mots la trahissaient, ressortant confus et déformés. Elle comprit instantanément et profondément ce que ces signes pouvaient signifier. Comme elle l'a dit plus tard à People, elle avait du mal à articuler même les mots les plus simples. Et à ce moment-là, une pensée terrifiante a fait surface, était-elle en train de faire un accident vasculaire cérébral? Ce qui rend ce moment si profondément troublant, ce ne sont pas seulement les symptômes, mais aussi qui elle était. Sandra Lee n'était pas une patiente ordinaire. Elle était médecin formée au cours d'années d'école de médecine et de résidence avec plus de 2 décennies d'expérience clinique. Elle connaissait avec une clarté absolue les signes avant-coureurs d'un accident vasculaire cérébral. Affaissement du visage, faiblesse, des bras, difficulté à parler, confusion, soudaine, perte d'équilibre et de coordination. Elle avait enseigné ces signes, les avait reconnus chez les autres et avait agi en conséquence d'innombrables fois. Et pourtant, même si elle les a vécues elle-même presque toutes, elle a hésité. Elle s'est presque convaincue de ne pas aller à l'hôpital. Cette hésitation n'était pas un échec, elle était le reflet d'une réalité plus profonde et plus troublante. La recherche médicale montre depuis des années que les femmes victimes d'un AVC sont beaucoup plus susceptibles de mal interpréter ou d'ignorer leurs propres symptômes. Les signes se présentent souvent différemment, subtilement masqués, comme quelque chose de moins urgent. Transpiration soudaine, fatigue inexpliquée, agitation des symptômes, qui chez une femme dans la cinquantaine, sont si souvent attribués à la ménopause. Sandra Lee a suivi le même instinct. Elle se dit que c'était une bouffée de chaleur. Pendant tout ce temps,
son cerveau était déjà en crise. Ce matin-là, son père, le docteur Soon Seng-lee, un dermatologue à la retraite, et l'homme même qui avait fondé le cabinet qu'elle dirigeait désormais, était présent dans la maison. Il jeta un coup d'œil à sa fille et reconnut immédiatement le danger. Il n'y avait aucune hésitation chez lui, pas de doute. Il lui a dit fermement et de toute urgence de se rendre aux urgences. Et quand elle l'a finalement fait lorsqu'elle a franchi les portes de l'hôpital, tout a changé. Le diagnostic ne laissait aucun doute. Une IRM l'a confirmé avec une clarté dévastatrice. Sandra Lee avait subi un accident vasculaire cérébral ischémique. Un caillot sanguin avait bloqué le flux d'oxygène vers une partie de son cerveau, affamant des millions de cellules. Lors d'un accident vasculaire cérébral, le temps est impitoyable. Chaque minute sans traitement entraîne la perte d'environ 2 millions de cellules cérébrales. Et une fois partis, ils ne reviennent pas. Il est impossible de réparer ces dégâts. Elle a ensuite décrit cette expérience comme un choc profond. Même en tant que médecin, même en tant que personne capable de reconnaître clairement les symptômes avec le recul, une partie de son esprit résistait à la réalité. Cela semblait irréel, comme si quelque chose se passait dans un rêve. Mais la vérité était inévitable, et elle se résumait à une seule phrase dévastatrice qui ferait taire n'importe quelle pièce. Une partie de son cerveau était morte. Pour la plupart des gens, entendre un médecin décrire leur propre état de santé en termes aussi brutaux est bouleversant. Mais pour Sandra Lee, les implications étaient encore plus profondes. Toute sa carrière, tout ce qu'elle avait construit dépendait des fonctions mêmes que l'accident vasculaire cérébral avait menacées. Ses mains capables d'une précision extraordinaire. Ses yeux entraînés à voir ce que les autres manquent. Sa voix calme et rassurante guide les patients dans les moments de vulnérabilité. Sa présence nette et articulée connecte des millions de personnes à travers le monde. En un seul événement, tout a été mis en danger. Elle a ensuite reconnu les facteurs qui avaient discrètement contribué à ce moment. Hypertension artérielle, taux de cholestérol élevé, stress chronique, tous présents. Tout cela de son propre aveu n'est pas correctement contrôlé. Son neurologue, le docteur May Kim Tenser de la Keck Medical School de l'USC, a souligné une tendance plus large et plus alarmante, une augmentation de près de 15% des cas d'accident vasculaire cérébral chez les personnes âgées de 45 à 64 ans. À 55 ans, Sandra Lee faisait clairement partie de ce groupe. Ce n'était pas simplement de la malchance, c'était quelque chose de plus grand. Le reflet d'une génération de professionnels très performants, en particulier des femmes, qui se poussent au-delà des limites durables pendant des années, ignorant les signes avant-coureurs, jusqu'à ce que les conséquences ne puissent plus être évitées. L'impact a été immédiat et indéniable. La production de la 2e saison de Dr Pimple Popper Breaking Out s'est arrêtée. 20 épisodes prévus, une opportunité renouvelée sur Lifetime, un 2e chapitre de sa carrière télévisuelle après TLC. Tout cela s'est arrêté brusquement un matin de novembre 2025. L'ironie était aussi aiguë que douloureuse. Une médecin qui avait consacré sa vie à prendre soin des autres avait négligé sa propre santé à un moment critique. La femme qui avait des réponses pour d'innombrables patients s'est soudainement retrouvée sans réponse sur ce qui se passait dans son propre corps. Pour vraiment comprendre ce qui était en jeu, il faut regarder plus loin, au-delà de la célébrité, au-delà des caméras, vers une histoire bien plus ancienne. Une clinique rurale en Malaisie à la fin des années 1960. Un jeune médecin dépassé et incertain face à des cas qu'il ne comprenait pas encore. Cet homme, le docteur Soon Seng-lee, avait grandi dans la pauvreté à Singapour, l'un des 10 enfants. Son épouse Irène venait d'un milieu similaire en Malaisie, elle aussi, l'une des 10 personnes élevées dans une famille qui ne disposait presque de rien. Ensemble, ils ont construit leur vie grâce à la résilience et à la détermination. Lorsqu'il était médecin dans la Malaisie rurale, la dermatologie est devenue son plus grand défi. Les maladies de peau l'intriguaient, le confondaient à plusieurs reprises. Mais au lieu de se détourner, il a trouvé une voie à suivre. Derrière un rideau d'intimité, il feuilletait tranquillement un petit livre abandonné sur les affections cutanées laissé par une équipe médicale américaine. De page en page, au cas par cas, sa curiosité s'est transformée en passion. Ce petit livre est devenu le début de tout. En 1969, Soon Seng et Irène ont pris la décision décisive d'émigrer aux États-Unis. Un an plus tard, en décembre 1970, Sandra Lee est née à Flushing, Queens. Quand elle avait 5 ans,
La famille a déménagé dans le sud de la Californie, où son père a ouvert la clinique, dont elle hériterait un jour des médecins et chirurgiens de la peau. Elle a grandi entourée du monde qui définirait son avenir, des manuels empilés dans toute la maison, des revues médicales à portée de main, des photographies d'affections cutanées exposées ouvertement, des images qui pourraient déstabiliser la plupart des enfants. Mais Sandra était différente. Là où d'autres auraient pu se détourner, elle s'est penchée. Elle n'a pas été dérangée. Elle était fascinée. Elle est allée à l'UCLA pour étudier la biologie, a terminé ses études de médecine à l'université Hahnemann de Philadelphie et a rencontré son futur mari, Jeffrey Rubisch, dès le premier jour d'orientation. Jeff venait du comté de Westchester, New York, avait fait du sport à Dartmouth et est arrivé à la faculté de médecine en pensant à l'orthopédie. Sandra a changé cela. Il l'a suivie en dermatologie. Ils se sont mariés le 28 mai 2000 et ont fondé une famille et un cabinet ensemble à Upland, mais son chemin n'était pas simple. Après sa 4e année de médecine, Sandra n'a pas pu intégrer une résidence en dermatologie, la spécialité que son père avait choisie en raison d'un livre emprunté. Le champ dans lequel elle avait grandi, elle n'y est pas entrée. On a l'impression d'être dans un rêve, a-t-elle dit des années plus tard. Est-ce que cela se produit réellement? J'ai même envisagé la médecine d'urgence en un clin d'œil. Elle a finalement étudié à la Southern Illinois University, a complété une bourse à San Diego, auprès du célèbre chirurgien laser, le docteur Richard Fitzpatrick, et est revenue en Californie pour reprendre le cabinet de son père. La réaction de son père face à ce qui s'est passé ensuite était parfaitement humaine. J'entendais des patients dire que « Oh, vous êtes la fille du docteur Soon Lee ». Maintenant, j'entends seulement « Oh, vous êtes le père du docteur Sandra Lee ». Après cela, elle a fait quelque chose qui a changé sa vie. 6 milliards de vues et une idée empruntée. En octobre 2010, Sandra Lee a créé une chaîne YouTube. La toute première vidéo était sèche, professionnelle et presque personne ne la regardait. Pendant 4 ans, la chaîne était essentiellement une publicité numérique pour son cabinet. Puis en 2014, elle a publié une extraction de points noirs sur Instagram. C'est devenu viral. Elle avait été inspirée par le fait de voir un coiffeur accumuler des millions de vues, montrant des traitements capillaires en ligne. Puis-je faire ça ? Se demande-t-elle car la dermatologie est un domaine véritablement visuel. Elle a commencé à poster. Les gens ne pouvaient pas arrêter de regarder. En 2015, elle mettait régulièrement en ligne des vidéos d'extraction sur YouTube et utilisait le nom de Dr Pimple Popper. Sa vidéo la plus regardée, un point noir géant, extrait d'un homme de 85 ans, a été visionnée plus de 75 millions de fois. Son modèle économique était simple et efficace. Les patients bénéficiaient d'un traitement à prix réduit ou gratuit, en échange d'une autorisation écrite d'être filmé. Tout le monde est reparti satisfait. Ces fans qui se font appeler Popaholics sont devenus une communauté de plusieurs millions de personnes. Au moment où TLC a appelé en 2018 le docteur Pimple Popper, l'émission télévisée était inévitable. Il a été créé le 11 juillet 2018 et est devenu le programme câblé le mieux noté dans sa tranche horaire parmi les femmes de 25 à 54 ans et a duré 9 saisons et 111 épisodes. Elle a remporté le Critics' Choice Real TV Award de la star féminine de l'année à 3 reprises consécutives. Elle a lancé SLMD Skincare qui s'est étendu à plus de 1600 magasins Target à travers les États-Unis. Elle a écrit un livre. Elle est apparue à la télévision en fin de soirée. À son apogée, sa chaîne YouTube générait près de 100 000 $ par mois. Lorsque TLC a mis fin à la série en 2023, elle n'a pas disparu. Elle est passée à Lifetime avec un nouveau format appelé Dr Pimple Popper Breaking Out, qui ajoutait un élément de mentorat et montrait sa vie personnelle devant la caméra pour la première fois. La saison 1 a été diffusée en avril 2025. La saison 2 a reçu le feu vert en août 2025 avec 20 nouveaux épisodes. Jeffrey était devenu producteur exécutif. La machine tournait plus vite que jamais, et c'était précisément là le problème. Elle essayait de gérer les choses, mais un accident vasculaire cérébral a tout stoppé pour elle. Réapprendre à tenir un scalpel. Pendant 2 mois complets, Sandra Lee n'a pas opéré. Elle n'a pas filmé. Elle parlait à peine publiquement. De novembre 2025 à janvier 2026, elle a suivi une thérapie physique et professionnelle intensive, travaillant sur ce qu'elle a décrit comme des choses très fondamentales.
Équilibre, marche en ligne droite, reconstruction de la force de préhension de la main gauche. Pour Sandra Lee, les enjeux étaient brutalement spécifiques. Une faiblesse de préhension dans sa main gauche n'était pas seulement un inconvénient. C'était une menace directe pour sa capacité à pratiquer une intervention chirurgicale. Les procédures dermatologiques nécessitent un contrôle moteur fin des mains fermes et une précision constante. « Je n'aime pas ne pas avoir le contrôle total de ma main gauche », a-t-elle déclaré aux gens. « Si j'ai l'impression de ne pas être au meilleur de ma forme, c'est très effrayant. » Son discours a également changé d'une manière dont la plupart des gens ne peuvent pas l'entendre, mais elle le remarque constamment. « Je remarque en ce moment que je ne parle peut-être plus exactement comme avant », a-t-elle déclaré. Vous êtes vraiment gêné de parler parce que vous le remarquez. Pour une femme qui a passé des années à parler devant des caméras, devant des millions de personnes, la conscience de soi est réelle et nouvelle. Elle est revenue sur le plateau en janvier 2026. Elle est revenue dans le même environnement où son cerveau a commencé à mourir. Les caméras, la salle d'opération, les patients. C'était très effrayant pour moi, dit-elle. Il y a beaucoup de SSPT parce que cela s'est produit pendant que je tournais la série. Un accident vasculaire cérébral ne disparaît pas proprement. Les cellules cérébrales mortes ne reviennent pas. Pour la première fois de sa vie professionnelle, Sandra Lee a été confrontée à quelque chose qu'elle ne pouvait absolument pas réparer. Elle a plutôt dû vivre avec. Et d'une manière ou d'une autre, en vivant avec cela, elle a découvert quelque chose qu'aucun de ses 6 milliards de téléspectateurs n'avait jamais vu d'elle auparavant. Dans les cultures asiatiques, ce que signifie l'AVC. Elle aurait pu garder ça privé. L'accident vasculaire cérébral s'est produit en novembre 2025. Elle est retournée au travail en janvier 2026. Le public ne le savait pas. Des épisodes étaient en cours de tournage. Des patients étaient vus. Personne en dehors de son entourage immédiat n'avait la moindre idée de ce qui s'était passé. Elle aurait pu laisser la diffusion de la saison 2 laisser les images parler d'elles-mêmes et laisser les téléspectateurs tirer leurs propres conclusions en temps réel. Elle a plutôt choisi le magazine People, une interview exclusive publiée le 14 avril 2026 avec des photographies prises chez elle à Los Angeles. Un compte rendu complet de tout. Et elle a expliqué dans la même interview exactement pourquoi il était si difficile de rendre public son histoire. Dans les cultures asiatiques en particulier, on ne dit pas aux gens qu'ils ont eu un accident vasculaire cérébral, car cela peut être considéré comme un signe de faiblesse. Cette phrase est la plus importante, a-t-elle déclaré tout au long de l'interview, et elle a reçu le moins d'attention. Sandra Lee est sino-américaine. Son père est originaire de Singapour. Sa mère est originaire de Malaisie. Elle a grandi dans une culture qui valorise le stoïcisme, qui traite la maladie comme une affaire privée et qui associe la vulnérabilité publique à l'échec personnel. L'immigration qui a amené ses parents en Amérique, qui l'a poussé à faire des études de médecine, qui a construit le cabinet La Marque et les émissions de télévision, va directement à l'encontre du type d'ouverture qu'elle a choisi de faire preuve dans cette interview avec People. En brisant ce silence, elle allait à l'encontre de tout ce que son éducation lui avait appris sur la façon dont une personne forte gère la faiblesse. Elle l'a fait quand même, et elle a expliqué pourquoi. « Je veux faire savoir que si vous présentez des symptômes comme moi, assurez-vous de consulter votre médecin. Prends soin de toi. » Le moment de la divulgation était également délibéré. Elle a été rendue publique 6 jours avant la première de la saison 2 sur Lifetime, le 20 avril 2026. L'émission comprend des images réelles du jour de son accident vasculaire cérébral et de son rétablissement. En parlant la première, elle contrôlait la manière dont l'histoire était racontée. Elle a choisi le cadre, elle a choisi la langue. Elle a choisi de faire de son pire moment une conversation plutôt qu'un spectacle, une bénédiction déguisée. Lorsque Sandra Lee qualifie l'AVC de bénédiction déguisée, elle le dit sans exprimer la gratitude que l'on entend souvent de la part de personnes qui survivent à quelque chose qu'elles ne peuvent pas pleinement gérer. Elle le dit comme un médecin parle d'un diagnostic. Évidemment, précisément comme un fait qu'elle a déjà examiné sous toutes les coutures. Je veux y voir une bénédiction déguisée car cela vous rappelle de mieux prendre soin de vous. Pendant des années, la machine qu'est Sandra Lee a fonctionné sans entretien. Pratique chirurgicale complète. Chaîne YouTube nécessitant constamment du nouveau contenu. 9 saisons d'une émission de télévision. Elle faisait ce que font des millions de personnes très performantes. Elle était en train de payer la facture. Elle considérait les signes avant-coureurs comme gérables plus tard
et donner la priorité aux travaux comme étant urgents pour le moment. Le coup a complètement mis fin à ce calcul. 2 mois de physiothérapie, des anticoagulants, tous les jours des exercices à domicile qu'elle fait. Avant de se coucher, un suivi régulier des chiffres qu'elle a ignorés pendant des années, un rythme plus lent qu'avant. Non pas parce qu'elle l'a choisi, mais parce que son corps l'a finalement exigé. Et dans ce ralentissement forcé, quelque chose à laquelle elle ne s'attendait pas a de la clarté. Cela vous fait vraiment réaliser à quel point la vie est précieuse. Elle est de retour à l'écran. La 2e saison de Dr Pimple Popper Breakout est diffusée à vie à partir du 20 avril 2026 avec 20 nouveaux épisodes. Ses mains travaillent. Sa voix est proche de ce qu'elle était. Son neurologue affirme que ses symptômes sont en grande partie résolus par toutes les mesures externes qu'elle a récupérées. Mais l'arc complet de cette histoire a un poids qu'aucun titre n'a pleinement saisi. Son père a découvert la dermatologie grâce à un livre emprunté derrière un rideau d'intimité dans une jungle malaisienne. Il a émigré en Amérique avec presque rien à fonder un cabinet à partir de zéro et a élevé une fille dans ce cabinet qui deviendra finalement le dermatologue le plus surveillé de l'histoire de l'humanité. Des décennies plus tard, ce même père a regardé sa fille dans le couloir de leur maison, a vu l'accident vasculaire cérébral inscrit sur son visage et son corps et l'a envoyée à temps aux urgences. Sandrali n'a pas seulement survécu à un accident vasculaire cérébral. Elle a survécu au moment où tout ce qu'elle avait reçu, tout ce qu'elle avait construit et tout ce qu'elle avait mis en danger s'est heurté en un seul matin de novembre. Elle est retournée à l'endroit où cela s'est produit, a rallumé les caméras et a choisi de laisser le monde voir exactement à quoi cela ressemblait. Ce n'est pas l'histoire d'une femme qui a presque tout perdu. C'est l'histoire d'une femme qui a découvert ce que tout signifie réellement. Laissez vos impressions dans les commentaires et dites-nous ce que cette histoire signifie pour vous.